Ah, ouf. Ça fait 6 semaines que je suis confiné là-dedans. Ça fait du bien de sortir un peu. Je m'appelle Confinophilo, je suis l'avatar de votre professeur de philosophie. Le cours que je vais vous présenter va demander à peu près 1 heure d'activité. Le but de ce cours est double. D'abord, pratiquer une méthode pour comprendre un texte difficile, et enfin, apprendre la différence entre observation, ou bien une expérience simple, et l'expérimentation, ce qu'on appelle une expérience scientifique. Le cours aura 2 temps. D'abord, la lecture et la compréhension d'un texte d'Emmanuel Kant, un texte fondamental dans l'histoire de la philosophie et dans l'histoire des sciences. Et dans le deuxième moment, l'analyse d'un fait avec la rencontre de Fufu le bidule qui s'agite derrière moi. Le texte que nous allons étudier est écrit par Emmanuel Kant, un philosophe des Lumières. C'est un philosophe très important car il a révolutionné la conception que nous avions du savoir humain. Je vous résume rapidement. Avant Kant, on croyait que connaître quelque chose, cela venait avant tout des choses. La connaissance consistait à recopier dans notre esprit la réalité extérieure. Or, Kant, depuis, il a établi que cela était impossible. Pour Kant, la connaissance vient aussi de notre esprit et pas seulement des choses. Par exemple, quand on dit qu'il existe un cycle des saisons qui est régulier, printemps, été, automne, hiver, Kant va montrer que les idées de cycle, de régularité ne sont pas dans la réalité extérieure, mais elles sont dans notre esprit ou dans notre raison. En fait, c'est grâce aux idées que nous avons au préalable dans notre esprit que nous pouvons connaître les choses. On ne s'inquiète pas si on n'a pas tout compris. Le cours d'aujourd'hui, justement, va expliquer tout ça grâce au texte de Kant et à Fufu le bidule. Carla, téléphone. Merci. Le texte que je vous propose est un des plus célèbres de l'histoire de la philosophie. Honnêtement, il est impossible à comprendre tout seul. Alors, suivez-moi bien tranquillement et surtout, accrochez-vous. Vous devez faire en même temps que moi les opérations que je vais vous présenter. Je vous ai joint en fichier PDF le texte et même en ODT. Vous pouvez l'imprimer ou bien travailler sur Word ou OpenOffice. Alors voilà la chose. Vous pouvez appuyer sur pause pour le découvrir et le lire une première fois. Un petit peu de mise en contexte. Ce texte est extrait d'un ouvrage qui s'appelle La critique de la raison pure. Et Kant il veut montrer dans cette œuvre comment la science ou le savoir humain se construit. Et il prend beaucoup d'exemples dans la physique, le savoir sur la nature, c'est-à-dire un savoir sur tous les phénomènes naturels. Ici, dans le texte, les 2 exemples concernent le mouvement des corps, vous allez voir, leur chute par exemple, et puis aussi le poids de l'air. Non, 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 Fufu, pas maintenant. À tout à l'heure, Fufu. On va procéder par étapes pour comprendre ce texte difficile. Le but n'est pas de tout comprendre, mais de saisir ce que j'ai présenté au début, c'est-à-dire la différence entre expérience et expérimentation, et de comprendre pourquoi voir n'est pas savoir. On va utiliser la méthode que je vous ai proposée dans Un texte, une image numéro 3, avec le texte de Descartes. On découpe en fait par unité de sens. Vous faites comme moi. Alors, donc quand Galilée fit rouler ses sphères sur un plan incliné, avec un degré d'accélération dû à la pesanteur déterminée selon sa volonté, quand Torricelli fit supporter à l'air un poids qu'il savait d'avance lui-même être égal à celui d'une colonne d'eau à lui connue, ce fut une révélation lumineuse pour tous les physiciens. Bon, ok. Ce sont 2 exemples de savants. Après il y a ils comprirent, le texte va dire en quoi ils ont une idée lumineuse. Donc, moi je dis ça c'est une première idée. Ok, je continue. Ils comprirent que la raison ne voit que ce qu'elle produit d'elle-même d'après ses propres plans, et qu'elle doit prendre les devants avec des principes, qu'elle doit obliger la nature à répondre à ces questions et ne pas se laisser, pour ainsi dire, conduire en laisse par elle, car autrement, faites au hasard et sans aucun plan tracé d'avance, nos observations ne se rattacheraient point à une loi nécessaire, chose que la raison demande et dont elle a besoin. Bon, là c'est ardu. Bon, en fait, cette phrase, elle décrit le travail de la raison. Ils comprirent que la raison patati patata. Bon, qu'est-ce qu'elle fait? Moi, je vois 3 trucs. D'abord, qu'elle a des idées avant de voir.
OK? Puis qu'avec ces idées, elle doit interroger la nature. OK, deuxième partie de la phrase. Et la dernière partie, car autrement, cette idée nous dit que si on ne fait pas ça, on ne peut pas trouver de loi qui explique les phénomènes. Pas mal. Bon, la fin maintenant. Il faut donc que la raison se présente à la nature, tenant d'une main ses principes qui seuls peuvent donner aux phénomènes concordant entre eux l'autorité de loi, et de l'autre l'expérimentation qu'elle a imaginée d'après ses principes pour être instruite par elle. Ouais. Alors en fait, Kant nous dit ce que doit faire la raison, il faut. Qu'est-ce qu'elle doit faire si elle veut connaître? Elle doit faire deux choses, ce qui est souligné en bleu là, et ce qui est en gras. D'accord? D'une main, elle fait une chose, de l'autre main, elle fait autre chose. Maintenant, on peut résumer tout ça en reprenant les idées une par une. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? D'abord, en jaune, Galilée et Torricelli ont révolutionné la science. Ok. Ils ont compris que la raison, elle a des a priori, qu'elle doit les utiliser avant de regarder. La raison doit interroger d'abord la nature au lieu de la suivre, sinon nos observations ne donneraient aucune explication. Pour savoir, il faut donc deux outils, les principes de la raison qui posent des questions et une expérimentation, c'est-à-dire une observation artificielle imaginée par la raison. Boum, facile. J'explique un peu quand même. Si on observe sans poser les bonnes questions, ça donne rien. Donc si on voit sans penser avant, ça donne rien. Voir n'est pas savoir. Alors qu'est-ce que c'est qu'une bonne question? On peut reprendre le texte pour le comprendre. Les bonnes questions, c'est celles qui obligent la nature à répondre par des lois nécessaires. La bonne question, en fait, c'est chercher une loi, une généralité. En fait, on a deux principes de la raison, chercher le général et chercher le nécessaire. Vous pouvez maintenant prendre 10 minutes pour une première activité. Voilà, je vous la montre. À rendre donc pour le 15 mai, pour le vendredi 15 mai. On va conclure. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une expérimentation? C'est une expérience scientifique, une expérience artificielle construite par la raison, avec des questions au préalable qui cherchent des réponses générales et nécessaires. Qu'est-ce que c'est qu'une expérience, toute bête, une expérience normale? C'est ce que l'on reçoit par nos 5 sens, ce que l'on vit concrètement sans poser de questions avant. Maintenant, on va voir Fufu le bidule. Mais peut-être pour vous reposer, une petite activité. Vous l'avez derrière moi. Voilà, toujours à rendre pour le 15 mai. Alors voilà Fufu le bidule. Vous remarquez qu'il tient en équilibre de façon assez miraculeuse et assez incroyable. Comment savoir comment cela marche? Comment trouver l'explication nécessaire? On pourrait se dire il y a des aimants, il y a un fil invisible, c'est du trucage vidéo. En fait, tout ça, on pourrait le vérifier par une simple expérience. On pourrait voir s'il y a un fil ou pas, s'il y a un aimant. Remarquez, les expériences, ça permet d'exclure des explications, des hypothèses, mais jamais de connaître l'explication. Pour exclure les mauvaises explications, ça va, l'expérience, mais pas pour trouver la bonne. Si on veut trouver la bonne explication, en physique, en biologie, en sociologie, en psychologie, même en management, en politique, eh bien, il ne suffit pas de voir, il faut une expérimentation. L'expérience ne suffit pas. Il faut qu'elle devienne expérimentation pour devenir un savoir. Il est impossible de voir pourquoi Fufu le bidule ne tombe jamais, ou presque. Pour cela, il faut des idées au préalable et rechercher la généralité et la nécessité. Bon, je ne connais pas l'expérimentation qui a trouvé la solution, mais je peux vous dire pourquoi cela ne se voit pas. Pourquoi la connaissance scientifique a besoin d'idées et donc d'abstraction et ne peut pas se contenter de voir le monde concret. Pour expliquer pourquoi Fufu le bidule ne tombe jamais. En fait, il faut d'abord, ces principes généraux et abstraits, c'est que tous les corps physiques sont considérés comme une même chose, à savoir qu'ils ont un poids et un centre d'inertie. Le centre d'inertie est un concept, ça ne se voit pas,
Le poids est un concept, c'est une force, ça ne se voit pas. Ensuite, il faut concevoir et imaginer une surface que l'on appelle surface de sustentation. Tant que le centre d'inertie est à l'intérieur de cette surface, c'est-à-dire perpendiculaire à cette surface, le corps reste nécessairement en équilibre. Si jamais la perpendiculaire à ce centre d'inertie sort de la surface de sustentation, eh bien c'est la chute. Voilà pourquoi les funambules ont besoin d'une longue perche. Et voilà pourquoi quand on perd l'équilibre, on étend les bras pour augmenter notre surface de sustentation. Ben voilà, c'est pas dur. Hop, fufu,